Au Moyen Âge, la justice ne se limite pas au châtiment physique visible. Elle agit aussi par la honte, par l'exclusion et par la destruction sociale. Dans certaines villes du sud de la France, notamment à Toulouse, au XIIIe siècle, une femme accusée d'adultère ou de scandale moral peut perdre d'un seul coup toute protection juridique. Cette chute ne mène pas toujours à la prison ni au bûcher. Elle mène parfois à une autre forme de punition plus silencieuse, mais tout aussi violente, la prostitution réglementée. Il est important de comprendre le contexte. La prostitution médiévale existe officiellement dans de nombreuses villes. Elle est tolérée, encadrée et surveillée. Les autorités civiles considèrent cette pratique comme un mal nécessaire, permettant de préserver l'ordre public et de canaliser les désirs masculins. L'Église condamne le péché, mais accepte la présence des bordels, tant qu'ils restent contrôlés et séparés de la vie respectable. Cette contradiction crée un espace où la morale et la violence sociale se rencontrent. À Toulouse, les archives municipales et judiciaires montrent l'existence de maisons communes, des lieux réservés à la prostitution publique. Ces maisons sont situées dans des quartiers précis, éloignés des églises et des écoles. Les femmes qui y travaillent sont identifiées, surveillées et privées de nombreux droits. Elles ne peuvent pas porter certains vêtements, elles n'ont pas accès à certains espaces. Elles sont marquées socialement. Dans ce système, une femme accusée d'adultère se retrouve dans une situation extrême. L'adultère féminin est perçu comme une menace pour l'ordre social et familial. Contrairement à l'adultère masculin souvent toléré ou ignoré, l'adultère d'une femme est vu comme un scandale public. Une femme mariée qui trompe son mari remet en cause la filiation, la transmission des biens et la hiérarchie sociale. Les sanctions officielles peuvent varier: amende, humiliation publique, bannissement. Mais dans certains cas documentés, la justice oriente la femme vers la prostitution, non pas toujours par une condamnation écrite explicite, mais par une série de décisions qui ne lui laissent aucune autre issue. La femme est rejetée par sa famille, elle perd son statut, elle ne peut plus travailler légalement, elle ne peut plus se remarier, elle devient une femme sans place. Les archives de Toulouse montrent que certaines femmes apparaissent dans les registres judiciaires, puis quelques mois plus tard, dans les registres des maisons communes. Ce passage brutal indique une continuité punitive. La prostitution devient une conséquence directe de la condamnation morale. La ville ne force pas toujours explicitement la femme par un jugement écrit, mais elle organise un cadre où la prostitution devient la seule possibilité de survie. Cette pratique repose sur une logique perverse. La société condamne la femme pour sa sexualité, puis l'exploite pour cette même sexualité. Le corps devient à la fois cause et instrument de la punition. La honte ne s'arrête pas au jugement. Elle devient quotidienne, permanente, institutionnalisée. L'Église joue un rôle ambigu. Elle condamne l'adultère dans ses sermons, elle prône la pénitence et le repentir, mais elle tolère les bordels réglementés. Elle accepte que des femmes y soient enfermées symboliquement tant que l'ordre moral général est préservé. La faute d'une femme devient un sacrifice social permettant de maintenir l'équilibre collectif. Pour la femme concernée, cette chute est totale. Elle passe du statut d'épouse ou de membre respectable de la communauté à celui de femme publique. Son nom change, son identité change, son corps devient accessible, son existence est réduite à une fonction imposée par la société. La punition n'est pas limitée dans le temps. Elle peut durer toute une vie. Les historiens modernes insistent sur un point essentiel. La prostitution forcée médiévale ne doit pas être comprise uniquement comme une peine écrite dans la loi. Elle est une conséquence sociale organisée. Elle repose sur un enchaînement de décisions de rejets et de silences institutionnels. Cette forme de violence est d'autant plus efficace qu'elle ne laisse que peu de traces explicites. Dans cette première partie apparaît une vérité dérangeante. La justice médiévale ne se contente pas de punir. Elle fabrique des destins. Elle transforme une accusation morale en une condamnation corporelle durable. Le bordel public devient une extension silencieuse du tribunal. Dans la partie suivante, nous verrons comment ce système est justifié moralement, comment la ville et l'Église se partagent. La responsabilité
et comment la prostitution devient un outil de contrôle social déguisé en nécessité publique. Pour comprendre comment la prostitution forcée devient possible, il faut observer le discours moral qui l'entoure. Au Moyen Âge, la société ne voit pas la prostitution comme une injustice, mais comme une nécessité. Les autorités civiles et religieuses développent une idée centrale. Il vaut mieux canaliser le vice que tenter de l'éradiquer. Cette logique ouvre la porte à une organisation systémique de l'exploitation féminine. Les textes médiévaux parlent souvent de mal nécessaire. Les hommes seraient incapables de contenir leurs désirs. Sans prostitution, la violence augmenterait, les viols se multiplieraient et l'ordre public serait menacé. Cette justification place la responsabilité non pas sur la société, mais sur la nature humaine masculine. La solution consiste alors à sacrifier certaines femmes pour préserver le reste de la communauté. L'Église condamne officiellement la prostitution comme péché, mais elle la tolère dans la pratique. Les sermons dénoncent la débauche, mais reconnaissent son utilité sociale. Les théologiens affirment qu'il vaut mieux que certains péchés soient concentrés plutôt que diffusés. Cette position crée une zone grise morale où la violence institutionnelle devient acceptable. Dans ce cadre, la femme condamnée pour adultère devient un corps disponible, un corps déjà jugé impur, un corps que la société ne cherche plus à protéger. La chute morale justifie la chute sociale. Une femme rejetée peut être orientée vers la maison commune sans provoquer de scandale. Au contraire, son entrée dans le bordel est présentée comme une mise en ordre. Les archives toulousaines montrent que les maisons de prostitution sont strictement réglementées. Les femmes y sont enregistrées, contrôlées, inspectées. Elles doivent respecter des règles vestimentaires et comportementales. Elles ne peuvent pas circuler librement. Elles sont soumises à des contrôles médicaux rudimentaires et humiliants. La prostitution n'est pas un espace de liberté, mais une prison sociale ouverte. La frontière entre choix et contrainte est souvent inexistante. Une femme condamnée perd ses moyens de subsistance. Elle ne peut plus exercer un métier honorable. Elle est exclue des réseaux familiaux et communautaires. Dans ce contexte, entrer dans une maison commune n'est pas une décision libre, mais une obligation déguisée. La justice ne prononce pas toujours la peine, mais elle crée les conditions de l'impossibilité. La ville tire un bénéfice économique de ce système. Les maisons communes génèrent des revenus, elles permettent un contrôle sanitaire rudimentaire, elles donnent l'illusion d'un ordre moral géré rationnellement. La femme devient une ressource administrative, son corps est intégré à l'économie urbaine. La prostitution devient ainsi une extension du système judiciaire. Elle ne punit pas seulement une faute passée, elle enferme la femme dans un statut permanent. La condamnation morale se transforme en identité sociale. La femme ne sort presque jamais de ce cercle. La honte colle à la peau. Les historiens soulignent que ce mécanisme touche principalement les femmes pauvres. Les femmes issues de familles puissantes disposent de protections de réseau et de négociations discrètes. Les autres subissent la totalité du système. La justice médiévale n'est pas égale. Elle frappe plus durement celles qui n'ont aucun pouvoir. Les récits de l'époque ne parlent presque jamais de la souffrance des femmes concernées. Les registres sont administratifs, froids, précis. Ils notent des noms, des dates, des lieux. Ils ne mentionnent ni la peur, ni la contrainte, ni la perte d'identité. Cette absence de voix féminine est en elle-même une forme de violence. La morale médiévale transforme la victime en coupable. Une femme accusée d'adultère devient responsable de sa propre chute. La prostitution est présentée comme une conséquence logique, presque naturelle. La société se dédouane. Elle ne voit plus une injustice, mais une correction morale. Ce qui rend ce système particulièrement cruel, c'est son apparente normalité. Tout est encadré, légalisé, justifié par le discours du bien commun. La violence disparaît derrière les règlements. La contrainte se cache derrière la morale. Dans cette deuxième partie, apparaît une vérité essentielle. La prostitution forcée médiévale
n'est pas une aberration. Elle est le produit cohérent d'un système moral, juridique et économique qui accepte de sacrifier certaines femmes pour préserver l'ordre social. Dans la partie suivante, nous verrons comment ce système est vécu de l'intérieur, comment la surveillance permanente détruit l'identité et comment certaines femmes tentent malgré tout de résister ou de disparaître. Entrer dans une maison commune ne signifie pas seulement changer de lieu de vie. Cela signifie perdre toute autonomie. Les femmes enregistrées dans ces établissements vivent sous une surveillance constante, exercée par les autorités urbaines et par des intermédiaires chargés de faire respecter les règles. La prostitution réglementée n'est pas une activité libre. Elle est un régime disciplinaire. Les registres municipaux décrivent des contrôles fréquents. Les femmes doivent se présenter à des inspections régulières. Leur apparence, leurs déplacements et leur fréquentation sont surveillés. Toute sortie non autorisée peut entraîner une sanction amende, enfermement temporaire ou expulsion. La maison commune fonctionne comme un espace clos, même lorsque ses portes sont ouvertes. La contrainte se manifeste aussi par le marquage social. Les femmes sont obligées de porter des vêtements distinctifs, couleurs spécifiques, tissus grossiers, signes visibles, destinés à empêcher toute confusion avec les femmes respectables. Cette différenciation vestimentaire rend la honte permanente. Elle empêche toute réintégration discrète dans la société. Les relations humaines sont profondément altérées. Les femmes perdent le droit de participer à la vie communautaire ordinaire. Elles ne peuvent pas assister aux cérémonies religieuses comme les autres. Elles sont tolérées, mais jamais acceptées. La frontière entre inclusion et exclusion est constamment rappelée. La surveillance ne concerne pas seulement le corps, mais aussi la parole. Les femmes doivent déclarer leurs gains. Elles sont soumises à des règles strictes concernant les tarifs et les horaires. Toute tentative de négociation personnelle est interdite. Le corps devient une unité administrative gérée par la ville. Les archives montrent que les maladies sont un prétexte fréquent pour renforcer le contrôle. Les inspections médicales sont humiliantes et intrusives. Elles ne visent pas à protéger les femmes, mais à préserver la clientèle et l'ordre public. La santé de la femme est secondaire, son utilité économique prime. La violence psychologique est omniprésente. Être observé en permanence détruit progressivement l'identité personnelle. Les femmes sont appelées par des surnoms ou des numéros. Leur nom de naissance disparaît. Le passé est effacé. La personne devient une fonction. Certaines femmes tentent de fuir. Les registres mentionnent des disparitions, des tentatives de fuite, des changements de ville. Mais la mobilité est limitée. Une femme marquée par la prostitution est facilement reconnue. Elle transporte sa réputation avec elle. Les portes se ferment partout, d'autres tentent de résister silencieusement. Certaines refusent certains clients, malgré les sanctions. D'autres simulent la maladie pour échapper temporairement aux obligations. Ces gestes sont des formes de résistance discrètes mais coûteuses. Elles entraînent souvent des punitions supplémentaires. La relation avec l'Église est paradoxale. Les femmes peuvent être exhortées à la pénitence. On leur promet parfois une rédemption future. Mais cette promesse reste abstraite et rarement accessible. Dans la pratique, la sortie du système est presque impossible. Sans famille, sans ressources, sans protection, la femme reste enfermée dans ce rôle imposé. Les autorités justifient ce contrôle par la nécessité de maintenir l'ordre. Elles parlent de sécurité, de moralité, de bien commun. Mais derrière ces mots se cache une réalité brutale. La prostitution, réglementée, est une extension du châtiment judiciaire. Elle prolonge la peine bien au-delà du jugement initial. Les historiens soulignent que cette surveillance permanente a des effets durables sur la perception du corps féminin. Le corps devient un objet public soumis au regard et au contrôle. Cette logique dépasse le cadre du bordel. Elle influence l'ensemble de la société. Les femmes apprennent que leur corps peut être confisqué, jugé, exploité. Les enfants nés de ces femmes héritent souvent du stigmate. Ils sont exclus de certains droits. Ils portent une marque sociale indépendante de leurs actes. La punition dépasse l'individu.
elle affecte les générations suivantes. Ce système fonctionne précisément parce qu'il est présenté comme normal. Les registres administratifs ne parlent pas de violence. Ils parlent de règles de gestion. La souffrance est effacée par le langage bureaucratique. La domination devient invisible. Dans cette troisième partie apparaît une vérité essentielle. La prostitution forcée médiévale n'est pas seulement une conséquence d'une faute morale. Elle est un régime de contrôle total qui transforme la vie quotidienne en peine continue. La femme n'est plus punie pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est devenue aux yeux de la société. Dans la partie suivante, nous verrons comment certaines villes commencent à remettre en question ce système, comment les critiques apparaissent et comment cet héritage continue d'influencer les représentations modernes du corps et de la sexualité. À partir de la fin du Moyen Âge, certaines villes commencent lentement à remettre en question le système de la prostitution réglementée. Les critiques ne viennent pas à bord des femmes concernées, dont la voix reste absente, mais de juristes, de médecins et de moralistes, qui constatent les dégâts sociaux produits par ce dispositif. Ce changement est lent, fragmentaire, et souvent motivé par des raisons pratiques plus que morales. Les registres montrent une augmentation des maladies, une instabilité urbaine et des conflits autour des maisons communes. Ce qui était présenté comme une solution à l'ordre public devient progressivement un problème à gérer. Les autorités commencent alors à déplacer les bordels, à fermer certains établissements ou à durcir encore les règles. Cette évolution ne libère pas les femmes. Elle modifie seulement la forme du contrôle. L'Église continue de jouer un rôle ambigu. Elle condamne officiellement la prostitution tout en acceptant ses effets. Tant que la faute reste contenue et visible, elle sert d'exemple. La femme prostituée devient un avertissement vivant. Une figure de ce qu'il ne faut pas être, la honte devient pédagogique. Les historiens modernes soulignent que ce système laisse des traces profondes. La prostitution forcée médiévale contribue à ancrer durablement l'idée que certaines femmes peuvent perdre leur dignité de manière irréversible. Une fois le seuil franchi, la société ne prévoit aucun retour possible. Cette logique marque durablement les mentalités européennes. Le langage administratif utilisé pour décrire ces femmes est révélateur. Elles ne sont plus décrites comme des personnes, mais comme des catégories. Leurs corps sont comptés, surveillés, déplacés. Cette déshumanisation facilite la violence. Elle permet de justifier l'exploitation sans jamais la nommer. Cet héritage dépasse largement le cadre médiéval. Les représentations modernes de la prostitution, de la honte sexuelle et de la culpabilité féminine trouvent en partie leur origine dans ces pratiques anciennes. La société contemporaine hérite d'un imaginaire où la sexualité féminine reste associée à la faute et à la sanction. Comprendre le supplice de la prostitution forcée ne consiste pas à juger le passé avec les valeurs du présent. Il s'agit de comprendre comment un système peut transformer une faute morale en condamnation sociale permanente. Comprendre comment la justice peut fabriquer de l'exclusion au nom du bien commun. Les femmes concernées par ces pratiques ont presque toutes disparu des récits officiels. Leurs noms apparaissent parfois dans les registres, puis se perdent. Leur vécu, leurs émotions, leur résistance restent invisibles. Cette absence de voix est en elle-même une violence historique. Cependant, les archives permettent de reconstituer les mécanismes. Elles montrent que la prostitution forcée n'est pas un accident. Elle est le produit d'un enchaînement logique, décision judiciaire, exclusion sociale, justification morale et intérêts économiques. Tout concourt à enfermer la femme dans un rôle dont elle ne peut sortir. Cette histoire rappelle une vérité essentielle. Lorsqu'une société accepte que certains corps soient sacrifiés pour préserver l'ordre, elle ouvre la porte à toutes les dérives. La frontière entre justice et violence devient floue. La morale sert alors de couverture à l'exploitation. Aujourd'hui encore, les débats sur la sexualité, le corps et la responsabilité individuelle sont marqués par ces héritages invisibles. La stigmatisation, la honte et la culpabilisation des femmes
ne sont pas des phénomènes nouveaux. Ils s'inscrivent dans une longue continuité historique. Raconter cette histoire permet de rompre le silence. Elle redonne une place à celles qui ont été réduites à des fonctions. Elle rappelle que la violence institutionnelle peut prendre des formes discrètes administratives, presque banales, mais dont les effets sont dévastateurs. Le supplice de la prostitution forcée au Moyen Âge ne se limite pas à une pratique locale ou marginale. Il révèle une logique universelle, celle d'un pouvoir qui contrôle les corps au nom de la morale. Cette logique mérite d'être interrogée, car elle ne disparaît jamais complètement, elle change seulement de visage. Ainsi se referme cette enquête sur une punition oubliée mais fondamentale. Une punition qui ne passait pas par le sang, mais par la honte. Une violence silencieuse, organisée et durable. Une vérité longtemps dissimulée mais essentielle à comprendre pour ne pas la reproduire.